Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Conception Alvarez. Bonjour Jean-Marie. Journaliste à novetic.fr, on l'a beaucoup dit depuis plusieurs jours, avec le conflit russo-ukrainien, les Européens redécouvrent leur forte dépendance au gaz russe. Et oui, c'est un chiffre qu'on n'avait pas forcément en tête, mais 40% du gaz consommé dans l'Union européenne provient de Russie. C'est notre premier fournisseur devant la Norvège et l'Algérie. Tous les pays ne sont pas exposés de la même façon. L'Allemagne, par exemple, est très dépendante du gaz russe puisqu'elle en importe plus de la moitié. Le pays a décidé de se passer du nucléaire. Il est en train de se sevrer du charbon, donc il a besoin de gaz. Il ne peut pas se sevrer de tout à la fois, quoi. Non, ça va être compliqué. Et pourtant, cette semaine, le chancelier allemand n'a pas hésité à stopper Nord Stream 2, donc ce gazoduc qui doit relier les deux pays, au risque de fâcher très sérieusement Vladimir Poutine, mais aussi de se couper d'un approvisionnement en gaz important. C'est ça, la construction de ce gazoduc, d'ailleurs, qui a été complètement suspendu. Qu'est-ce qu'il en est de la France en termes de dépendance au gaz russe? Alors nous, on est un peu moins exposés, d'abord parce qu'on consomme moins de gaz. Il faut savoir qu'un quart à peu près de la population française se chauffe au gaz, contre la moitié en Allemagne. Et puis que notre premier fournisseur de gaz, ça reste la Norvège, très loin devant la Russie. Elle nous livre à peu près un tiers du gaz que nous consommons. Et la Russie, c'est à peu près un cinquième. Du coup, ça fait dire à la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qu'il n'y a pas de risque de pénurie de gaz ni de pétrole, d'ailleurs, à court terme, même si la Russie interrompait ses livraisons. Ouais, d'autant plus qu'on a des réserves. Alors, en revanche, les prix du gaz, eux, ils vont continuer à s'envoler, y compris en France. Ça, voilà. On est d'accord. Voilà, ça c'est certain. C'est la seule chose certaine qu'on sait en ce moment. Ils ont encore pris 30% jeudi matin, quelques heures après l'invasion russe. Face à cette envolée et aux hausses à venir, beaucoup plus certaine qu'une coupure du robinet de gaz par la Russie, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a assuré que le gouvernement maintiendrait le bouclier tarifaire, le gel du prix du gaz, autant de temps qu'il le faudrait. Effectivement. Alors pourtant, le gaz, il est souvent mis en avant pour réussir la transition énergétique. Et il ne nous aura pas échappé que cette chronique s'appelle « Comment va la planète ?» Alors, est-ce qu'on pourrait justement en Europe se passer du gaz russe? Pas tout à fait, pas dans l'immédiat en tout cas. Les pays exportateurs de gaz que sont le Qatar, l'Australie, la Norvège ou encore les États-Unis, qui étaient réunis à Doha cette semaine, ont été très clairs. Dans l'immédiat, ils ne pourront pas compenser une baisse des livraisons russes car ils sont engagés ailleurs avec d'autres partenaires. Il y a une autre option, ça pourrait être d'importer plus de gaz naturel liquéfié par bateau, mais tous les pays des États-Unis, par exemple, du Qatar, d'Australie, mais tous les pays européens ne sont pas équipés de terminaux méthaniers. On en a, nous, en France, mais cela implique donc de construire de nouvelles infrastructures, donc c'est pas pour tout de suite non plus. Et en plus, la production de gaz des autres régions dans le monde ne paraît pas suffisante pour compenser les importations russes, parce que le gaz augmente partout, notamment en Chine. Il faut très longtemps pour se passer du gaz. On pourrait s'en passer tout court ou pas? C'est en tout cas ce qu'il faudrait essayer de faire si on est cohérent et qu'on suit notre trajectoire de neutralité carbone en 2050. C'est la trajectoire que se pose l'Union européenne, parce que si le gaz est souvent décrit comme une énergie de transition, ça reste surtout une énergie fossile qui émet du CO2 dans l'atmosphère. Donc malgré tout, ça pollue, on est bien d'accord. Mais malgré tout, c'est la moins émettrice des énergies fossiles. Comment ça se fait? Alors c'est ça, en fait, le gaz émet beaucoup moins de CO2 que le pétrole, qu'une centrale au fioul ou qu'une centrale à charbon. C'est environ 400 grammes de CO2 par kilowattheure pour le gaz, quasiment 2 fois plus pour le pétrole, 700 grammes, et plus d'1 kilo de CO2 pour le charbon. Donc on voit bien l'avantage, mais ça c'est que quand on parle de l'utilisation. Si on regarde les émissions liées à l'extraction du gaz et au transport, là il y a des risques de fuite de méthane. Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus réchauffant que le CO2, 82 fois plus réchauffant que le CO2. Donc du coup, si on prend l'ensemble du cycle de vie, le gaz peut parfois être pire que le charbon. Oui, donc il n'y a pas de bonne solution. Ça n'empêche pas que le gaz soit souvent mis en avant pour réussir cette transition énergétique. Alors c'est un peu un mythe qui est relayé par les majors pétrolières et gazières, mais qui a été démonté par plusieurs études récentes. À quoi ça sert aujourd'hui le gaz? On s'en sert surtout pour se chauffer, pour cuisiner, dans une moindre mesure pour se déplacer et dans l'industrie lourde. Donc ce que disent les experts, c'est qu'une partie du problème pourrait être réglée si on électrifie massivement tous les usages qui peuvent l'être. C'est par exemple le sens de la nouvelle réglementation française du bâtiment qui vise à bannir le gaz pour se chauffer au profit de l'électricité et notamment des pompes à chaleur.
Et si on regarde en fait les scénarios, les 4 scénarios publiés l'année dernière par l'ADEME, pour atteindre la neutralité carbone, tous s'appuient sur une baisse plus ou moins forte de consommation de gaz. Et ce que ça montre aussi, ce que montre l'ADEME, c'est que si on arrive vraiment à baisser notre consommation de gaz, la demande restante, notamment dans l'industrie lourde où on ne peut pas électrifier forcément tout, ça pourrait être comblé en grande partie par du gaz propre, du gaz décarboné. Donc il y a de quoi faire, c'est juste que ça prend du temps et qu'il faut commencer. Et il faut une volonté politique pour Absolument. lancer les Et il faut choses. commencer dès maintenant, d'autant plus que les Allemands d'ailleurs n'ont toujours pas construit de terminaux gaziers, vous le disiez, il faut 3 ans pour en construire. C'est ce que disait non sans intérêt d'ailleurs le patron de Total il y a quelques jours. Merci beaucoup Conception Alvarez. Merci Jean-Marie. Journaliste à novetic.fr et puis on vous dit à la prochaine fois. À bientôt.